Le cours présenté ici est consacré au système nerveux autonome, encore appelé système nerveux végétatif. Les autres cours de neurophysiologie seront vus dans le cycle 6. La raison pour laquelle le système nerveux autonome est traité maintenant est sa très forte implication dans les autres domaines de la physiologie, en particulier les physiologies digestives, cardiovasculaires, implication qui confère au système nerveux autonome une grande importance médicale. Le cours présenté ici est consacré au système nerveux autonome. Le plan d'ensemble pour commencer, il y aura d'abord quelques rappels sur des connaissances indispensables à connaître, ce sera le prérequis, puis une présentation du système nerveux autonome où seront évoquées ses principales caractéristiques. Ensuite, l'organisation anatomique de ce système, puis les neurotransmetteurs et récepteurs, et enfin, pour terminer, la physiologie du système nerveux autonome. Le plan d'ensemble, pour commencer, il y aura d'abord le prérequis. Donc, il y aura 2 mots de terminologie, quelques précisions sur l'organisation, l'organisation segmentaire de la moelle épinière, et enfin, les éléments de base à connaître en neurophysiologie. J'attire votre attention, c'est un point très important. Ce qui est présenté dans cette partie prérequis ne fera pas l'objet de questions au concours. C'est hors programme, c'est simplement des choses qu'il faut savoir pour comprendre un petit peu la neurophysiologie, mais il n'y aura pas de questions directes sur ces différents points lors du concours. Le prérequis, donc il y aura 2 mots de terminologie. 2 mots de terminologie, comme on a dit pour commencer. Un centre nerveux est formé de corps cellulaires neuronaux et des dendrites issus de ces corps cellulaires. Je vous renvoie ici au cours d'histologie du système nerveux. 2 mots de terminologie, comme on a dit pour commencer. Un centre nerveux est formé de corps cellulaires neuronaux et des dendrites issus de ces corps cellulaires. Je vous renvoie ici au cours d'histologie du système nerveux. 2 mots de terminologie, comme on a dit pour commencer. Un centre nerveux est formé de corps cellulaires neuronaux et des dendrites issus de ces corps cellulaires. Je vous renvoie ici au cours d'histologie du système nerveux. 2 mots de terminologie, comme on a dit pour commencer. Un centre nerveux est formé de corps cellulaires neuronaux et des dendrites issus de ces corps cellulaires. Je vous renvoie ici au cours d'histologie du système nerveux. 2 mots de terminologie, comme on a dit pour commencer. Un centre nerveux est formé de corps cellulaires neuronaux et des dendrites issus de ces corps cellulaires. Je vous renvoie ici au cours d'histologie du système nerveux. 2 mots de terminologie, comme on a dit pour commencer. Un centre nerveux est formé de corps cellulaires neuronaux et des dendrites issus de ces corps cellulaires. Je vous renvoie ici au cours de l'organisation segmentaire de la 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 l'organisation segmentaire de la
l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la l'organisation segmentaire de la les éléments de base de neurophysiologie, un petit rappel. Donc, la fonction élémentaire d'un neurone est de recueillir, traiter et transmettre de l'information. Le recueil et le traitement sont réalisés au niveau du corps cellulaire et surtout des dendrites qui reçoivent les éléments de base de neurophysiologie, un petit rappel. Donc, la fonction élémentaire d'un neurone est de recueillir, traiter et transmettre de l'information. Le recueil et le traitement sont réalisés au niveau du corps cellulaire et surtout des dendrites qui reçoivent les éléments de base de neurophysiologie, un petit rappel. Donc, la fonction élémentaire d'un neurone est de recueillir, traiter et transmettre de l'information. Le recueil et le traitement sont réalisés au niveau du corps cellulaire et surtout des dendrites qui reçoivent les éléments de base de neurophysiologie, un petit rappel. Donc, la fonction élémentaire d'un neurone est de recueillir, traiter et transmettre de l'information. Le recueil et le traitement sont réalisés au niveau du corps cellulaire et surtout des dendrites qui reçoivent les éléments de base de neurophysiologie, un petit rappel. Donc, la fonction élémentaire d'un neurone est de recueillir, traiter et transmettre de l'information. Le recueil et le traitement sont réalisés au niveau du corps cellulaire et surtout des dendrites qui reçoivent les éléments de base de neurophysiologie, un petit rappel. Donc, la fonction élémentaire d'un neurone est de recueillir, traiter et transmettre de l'information. La diapositive qui vous rappelle en haut la forme d'un potentiel d'action typique et qui représente en bas des potentiels d'action réellement enregistrés dans un neurone cérébral. La diapositive qui vous rappelle en haut la forme d'un potentiel d'action typique et qui représente en bas des potentiels d'action réellement enregistrés dans un neurone cérébral. La diapositive qui vous rappelle en haut la forme d'un potentiel d'action typique et qui représente en bas des potentiels d'action réellement enregistrés dans un neurone cérébral. La diapositive qui vous rappelle en haut la forme d'un potentiel d'action typique et qui représente en bas des potentiels d'action réellement enregistrés dans un neurone cérébral. La diapositive qui vous rappelle en haut la forme d'un potentiel d'action typique et qui représente en bas des potentiels d'action réellement enregistrés dans un neurone cérébral. La diapositive qui vous rappelle en haut la forme d'un potentiel d'action typique et qui représente en bas des potentiels d'action réellement enregistrés dans un neurone cérébral. La diapositive qui vous rappelle en haut la forme d'un potentiel d'action typique et qui représente en bas des potentiels d'action réellement enregistrés dans un neurone cérébral. La diapositive qui vous rappelle en haut la forme d'un potentiel d'action typique et qui représente en bas des potentiels d'action réellement. Je passe maintenant à l'objet véritable du cours, en commençant par une présentation du système nerveux. Et tout d'abord, en introduction, quelques mots sur un concept très important qui est celui de milieu intérieur. La physiologie a fait un progrès considérable en prenant conscience de l'existence d'un milieu intérieur, justement,
milieu que le revêtement cutané sépare du milieu environnant, qui est lui le milieu extérieur. Le milieu intérieur, c'est celui où vivent les cellules, lesquelles n'ont pas de contact direct avec l'extérieur. Plus précisément, le milieu intérieur est formé par le plasma sanguin et les liquides interstitiels, c'est-à-dire par l'ensemble des liquides extracellulaires. Je passe maintenant à l'objet véritable du cours, en commençant par une présentation du système nerveux. Et tout d'abord, en introduction, quelques mots sur un concept très important qui est celui de milieu intérieur. La physiologie a fait un progrès considérable en prenant conscience de l'existence d'un milieu intérieur, justement, milieu que le revêtement cutané sépare du milieu environnant, qui est lui le milieu extérieur. Le milieu intérieur, c'est celui où vivent les cellules, lesquelles n'ont pas de contact direct avec l'extérieur. Plus précisément, le milieu intérieur est formé par le plasma sanguin et les liquides interstitiels, c'est-à-dire par l'ensemble des liquides extracellulaires. Je passe maintenant à l'objet véritable du cours, en commençant par une présentation du système nerveux. Et tout d'abord, en introduction, quelques mots sur un concept très important qui est celui de milieu intérieur. La physiologie a fait un progrès considérable en prenant conscience de l'existence d'un milieu intérieur, justement, milieu que le revêtement cutané sépare du milieu environnant, qui est lui le milieu extérieur. Le milieu, les différences structurales pour commencer, 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 les différences structurales. Ces différences sont indiquées dans le tableau présenté sur cette nouvelle diapositive. La première différence est à l'origine de l'appellation système nerveux autonome. Tandis que le système nerveux somatique est soumis à l'action de la volonté, le système nerveux autonome ne l'est pas. C'est pour ça qu'il a été appelé autonome. Cela ne veut pas dire que le système nerveux autonome soit complètement déconnecté des faits de conscience, car une émotion, par exemple, peut le mettre en jeu, comme lorsqu'une telle émotion accélère le rythme cardiaque. Mais on ne peut pas soi-même volontairement augmenter ou ralentir ce rythme cardiaque. On notera au passage qu'il n'en est pas de même pour la fréquence respiratoire, que l'on peut faire varier volontairement, cela parce que les muscles respiratoires, eux, sont innervés par le système nerveux somatique, à la différence du muscle cardiaque. Ces différences sont indiquées dans le tableau présenté sur cette nouvelle diapositive. La première différence est à l'origine de l'appellation système nerveux autonome. Tandis que le système nerveux somatique est soumis à l'action de la volonté, le système nerveux autonome ne l'est pas. C'est pour ça qu'il a été appelé autonome.
Cela ne veut pas dire que le système nerveux autonome soit complètement déconnecté des faits de conscience, car une émotion, par exemple, peut le mettre en jeu, comme lorsqu'une telle émotion accélère le rythme cardiaque. Mais on ne peut pas soi-même volontairement augmenter ou ralentir ce rythme cardiaque. On notera au passage qu'il n'en est pas de même pour la fréquence respiratoire, que l'on peut faire varier volontairement, cela parce que les muscles respiratoires, eux, sont innervés par le système nerveux somatique, à la différence du muscle cardiaque. Ces différences sont indiquées dans le tableau présenté sur cette nouvelle diapositive. La première différence est à l'origine de l'appellation système nerveux autonome. Tandis que le système nerveux somatique est soumis à l'action de la volonté, le système nerveux autonome ne l'est pas. C'est pour ça qu'il a été appelé autonome. Cela ne veut pas dire que le système nerveux autonome soit complètement déconnecté des faits de conscience, car une émotion, par exemple, peut le mettre en jeu, comme lorsqu'une telle émotion accélère le rythme cardiaque. Mais on ne peut pas soi-même volontairement augmenter ou ralentir ce rythme cardiaque. On notera au passage qu'il n'en est pas de même pour la fréquence respiratoire, que l'on peut faire varier volontairement, cela parce que les muscles respiratoires, eux, sont innervés par le système nerveux somatique, à la différence du muscle cardiaque. Ces différences sont indiquées dans le tableau. On va commencer par donner les constituants de ce système nerveux autonome. Selon sa définition première, qui est celle qu'on retiendra dans ce cours, le système nerveux autonome est formé de deux constituants. Le système orthosympathique, en général on dit système sympathique tout court, et le système parasympathique. À ces deux parties, certains auteurs ajoutent les neurones sensitifs qui acheminent vers le système nerveux central les informations issues des viscères. Mais ce n'est pas le point de vue adopté ici, malgré l'importance de ces informations pour le fonctionnement du système nerveux autonome. Parfois, également, on rattache au système nerveux autonome un vaste ensemble de neurones situés dans la paroi de l'intestin, ensemble appelé système nerveux entérique ou encore système nerveux intrinsèque de l'intestin. Conformément toujours au point de vue traditionnel, on va commencer par donner les constituants de ce système nerveux autonome. Selon sa définition première, qui est celle qu'on retiendra dans ce cours, le système nerveux autonome est formé de deux constituants. Le système orthosympathique, en général on dit système sympathique tout court, et le système parasympathique. À ces deux parties, certains auteurs ajoutent les neurones sensitifs qui acheminent vers le système nerveux central les informations issues des viscères. Mais ce n'est pas le point de vue adopté ici, malgré l'importance de ces informations. Cette organisation a déjà été mentionnée au départ, car elle constitue une différence importante avec le système nerveux somatique. Elle vaut pour le système parasympathique aussi bien que pour le sympathique. On rappelle cette très importante donnée de base, pour chacun des deux systèmes, sympathique et parasympathique, l'action sur les organes innervés se fait par deux neurones successifs, un neurone connecteur qui transmet la commande et un neurone effecteur qui délivre cette commande. Dans la grande majorité des cas, la connexion entre le premier et le second de ces neurones est située dans un des ganglions nerveux végétatifs présents dans le thorax et l'abdomen. Pour cette raison, le neurone connecteur est toujours appelé neurone préganglionnaire et le neurone effecteur toujours appelé neurone postganglionnaire. Postganglionnaire car son axone est au-delà du ganglion si on se réfère au chemin de l'information venant du système nerveux central. On conserve cette terminologie dans le cas où le second neurone n'a pas son corps cellulaire dans un véritable ganglion, mais dans la paroi même de l'organe innervé. Ce schéma élémentaire est reproduit
en un très grand nombre d'exemplaires car il y a beaucoup de neurones préganglionnaires. Du point de vue physiologique, le point vraiment important est l'existence d'un relais sur le chemin qui conduit l'information du système nerveux central aux viscères. Cette organisation a déjà été... En effet, qui dit relais dit traitement de l'information. C'est une règle universelle qui vaut pour toute la neurophysiologie. L'information n'est pas simplement transmise d'un neurone au suivant, mais elle est modifiée, on dit souvent modulée lors de cette étape. La modification sera plus ou moins profonde selon la partie du système nerveux concerné et selon les conditions où se trouve l'organisme au moment du transfert d'information. C'est une des raisons pour laquelle on a dit plus haut que le contrôle réalisé par le système nerveux autonome est plus complexe que celui exercé par le système nerveux somatique. Cette organisation élémentaire présente des formes variées car il existe des différences non seulement entre système sympathique et parasympathique cette fois-ci, mais aussi à l'intérieur de chacun de ces systèmes. Parmi ces différences, les deux principales concernent la position anatomique du neurone postganglionnaire par rapport à l'organe innervé et, d'autre part, le détail de la connexion entre neurones pré- et post-ganglionnaires. Deux mots sur la différence de localisation d'abord. En effet, qui dit relais, ces différences sont schématisées sur cette nouvelle diapositive. 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 Ces différences sont schématisées. Elle est schématisée cette nouvelle figure. Il est exceptionnel qu'un neurone préganglionnaire contacte un seul neurone postganglionnaire. Presque toujours, en effet, la partie terminale de la fibre préganglionnaire se ramifie pour former des synapses avec plusieurs cellules postganglionnaires. Ce qui est indiqué au centre de cette figure où vous avez schématisé un ganglion dans lequel une fibre préganglionnaire se ramifie. On dit qu'il y a dispersion axonale. Le nombre de neurones postganglionnaires connectés ainsi à un même axone préganglionnaire est très variable selon l'organe innervé. Ça va de l'ordre de la dizaine à plusieurs centaines pour le système sympathique, tandis que la gamme est encore plus large pour le système parasympathique. C'est-à-dire cette complication n'enlève rien au fait essentiel qui est, je le rappelle, que la transmission se fait avec relais de la commande nerveuse végétative. Ce détail signifie simplement qu'au niveau du relais, il y a diffusion spatiale de l'information, l'ampleur de cette diffusion variant considérablement selon la portion du système nerveux autonome concerné. Elle est schématisée cette nouvelle figure. Il est exceptionnel qu'un neurone préganglionnaire contacte un seul neurone postganglionnaire. Presque toujours, en effet, on a vu que certains neurones postganglionnaires ont des actions excitatrices. On a vu que certains neurones postganglionnaires ont des actions excitatrices. On a vu que certains neurones postganglionnaires ont des actions excitatrices. On a vu que certains neurones postganglionnaires ont des actions excitatrices.
On a vu que certains neurones postganglionnaires ont des actions excitatrices. On a vu que certains neurones postganglionnaires ont des actions excitatrices. On a vu que certains neurones postganglionnaires ont des actions excitatrices. On a vu que certains neurones postganglionnaires ont des actions excitatrices. On a vu que certains neurones postganglionnaires ont des actions excitatrices. On a vu que certains neurones postganglionnaires ont des actions excitatrices. On a vu que certains neurones postganglionnaires ont des actions excitatrices. On a vu que certains neurones postganglionnaires ont des actions excitatrices. On a vu que certains neurones postganglionnaires ont des actions excitatrices. On a vu que certains neurones postganglionnaires ont des actions excitatrices. On a vu que certains neurones postganglionnaires ont des actions excitatrices. On a vu que certains neurones postganglionnaires ont des actions excitatrices. On a vu que certains neurones postganglionnaires... L'organisation anatomique du système nerveux autonome maintenant, en commençant par le système sympathique, puis je parlerai du système parasympathique et enfin je dirai 2 mots de comparaison à propos des 2 innervations. L'organisation anatomique du système nerveux autonome maintenant, l'origine anatomique du système sympathique. Cette origine anatomique est exclusivement spinale. Les corps cellulaires de tous les neurones préganglionnaires sont en effet contenus dans la moelle de T1 du premier segment thoracique à L2, le deuxième segment lombaire, ce qui est représenté de façon très simplifiée l'origine anatomique du système sympathique. Cette origine anatomique est exclusivement spinale. Les corps cellulaires de tous les neurones préganglionnaires sont en effet contenus dans la moelle de T1 du premier segment thoracique à L2, le deuxième segment lombaire, ce qui est représenté de façon très simplifiée l'origine anatomique du système sympathique. Cette origine anatomique est exclusivement spinale. Les corps cellulaires de tous les neurones préganglionnaires sont en effet contenus dans la moelle de T1 du premier segment thoracique à L2, le deuxième segment lombaire, ce qui est représenté de façon très simplifiée l'origine anatomique du système sympathique. Cette origine anatomique est exclusivement spinale. Les corps cellulaires de tous les neurones préganglionnaires sont en effet contenus dans la moelle de T1 du premier segment thoracique à L2, le deuxième segment lombaire, ce qui est représenté de façon très simplifiée l'origine anatomique du système sympathique. Cette origine anatomique est exclusivement spinale. Les corps cellulaires de tous les neurones préganglionnaires sont en effet contenus dans la moelle de T1 du premier segment thoracique à L2, le deuxième segment lombaire, ce qui est représenté de façon très simplifiée l'origine anatomique du système sympathique. Cette origine anatomique est exclusivement spinale. Les corps cellulaires de tous les neurones préganglionnaires sont en effet contenus dans la moelle de T1 du premier segment thoracique à L2, le deuxième segment lombaire, ce qui est représenté de façon très simplifiée l'origine anatomique du système sympathique. Cette origine anatomique, le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de
Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de
Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive.
Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet est indiqué sur cette nouvelle diapositive. Le détail de ce trajet. Donc la diapositive représente à gauche, très schématisé, un neurone postganglionnaire avec ses ramifications terminales dans la partie basse. Et le détail de ces ramifications est. Donc la diapositive représente à gauche, très schématisé, un neurone postganglionnaire avec ses ramifications terminales dans la partie basse. Et le détail de ces
ramifications. Et donc la diapositive représente à gauche, très schématisé, un neurone postganglionnaire avec ses ramifications terminales dans la partie basse. Et le détail de ces ramifications est donc la diapositive représente à gauche, très schématisé, un neurone postganglionnaire avec ses ramifications terminales dans la partie basse. Et le détail de cette ramifications est donc la diapositive représente à gauche, très schématisé, un neurone postganglionnaire avec ses ramifications terminales dans la partie basse. Et le détail de cette ramifications est donc la diapositive représente à gauche, très schématisé, un neurone postganglionnaire. La médule ossurénale est une glande endocrine située près du rein, comme son nom l'indique, et comme l'indique également la figure. Glande endocrine veut dire qu'elle synthétise une substance biologiquement active de la famille des hormones. Lorsqu'elle est stimulée, la glande libère l'hormone. La médule ossurénale est une glande endocrine située près du rein, comme son nom l'indique, et comme l'indique également la figure. Glande endocrine veut dire qu'elle synthétise une substance biologiquement active de la famille des hormones. Lorsqu'elle est stimulée, la glande libère l'hormone. La médule ossurénale est une glande endocrine située près du rein, comme son nom l'indique, et comme l'indique également la figure. Glande endocrine veut dire qu'elle synthétise une substance. En fait, la médule surrénale constitue l'équivalent d'un ganglion sympathique dans lequel les neurones postganglionnaires seraient remplacés par des cellules sécrétrices endocrines qui sont des cellules dites chromaffines. En fait, la médule surrénale, cette nouvelle diapositive donne simplement une vue d'ensemble de l'innervation sympathique. Vue d'ensemble sur laquelle les abondants contingents destinés aux membres ne sont toutefois pas représentés. Cette nouvelle diapositive. L'anatomie du système parasympathique maintenant. 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 L'anatomie du système parasympathique maintenant.
L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système parasympathique maintenant. L'anatomie du système... Les neurotransmetteurs et récepteurs du système nerveux autonome maintenant. Comme précédemment, on commencera par le système sympathique, neurones préganglionnaires d'abord, puis postganglionnaires, et ensuite on parlera du système parasympathique. Même chose, neurones préganglionnaires, puis neurones postganglionnaires. Les neurotransmetteurs et récepteurs du système nerveux autonome, cette règle est spécifiée sur la nouvelle diapositive. Les neurones efférents au système nerveux central synthétisent et utilisent tous comme neurotransmetteur l'acétylcholine. Celle-ci est donc le neurotransmetteur des neurones sympathiques préganglionnaires. Pour cette raison, ces neurones-là sont dits cholinergiques. Un neurone qui utilise l'acétylcholine comme transmetteur est un neurone cholinergique. Un neurotransmetteur ne peut agir que s'il se fixe à des récepteurs membranaires qui lui sont spécifiques. Cette règle est spécifiée sur la nouvelle... Dans les ganglions sympathiques et également dans la médullo-surrénale, les récepteurs en question constituent une variété de récepteurs à l'acétylcholine appelés récepteurs nicotiniques parce qu'ils fixent spécifiquement aussi la nicotine. Les récepteurs nicotiniques sont de type ionotrope. Dans les ganglions sympathiques et également dans la médullo-surrénale, les récepteurs en question constituent une variété de récepteurs à l'acétylcholine appelés récepteurs nicotiniques parce qu'ils fixent spécifiquement aussi la nicotine. Les récepteurs nicotiniques sont de type ionotrope. Dans les ganglions sympathiques, et également, la diapositive rappelle à droite la présence de l'acétylcholine qui est le neurotransmetteur préganglionnaire formé à partir de son précurseur, la choline. Et ce qui est important, c'est la chaîne de synthèse des catécholamines qui est représentée à la gauche. C'est notamment important ensuite pour les applications médicales. Cette chaîne commence avec la tyrosine, qui est un acide aminé qu'on retrouve dans toutes les cellules, comme vous le savez. Et cette tyrosine, dans certaines cellules, qui sont des cellules dites catécholaminergiques, subit une série de transformations spécifiques qui se font sous l'action d'enzymes qui sont figurées en jaune sur le côté de la chaîne. La diapositive rappelle à droite la présence de l'acétylcholine qui est le neurotransmetteur préganglionnaire formé à partir de son précurseur, la choline. Et ce qui est important,
C'est la chaîne de synthèse des catécholamines qui est représentée à la gauche. C'est notamment important ensuite pour les applications médicales. Cette chaîne commence avec la tyrosine, qui est un acide aminé qu'on retrouve dans toutes les cellules, comme vous le savez. Et cette tyrosine, dans certaines cellules, qui sont des cellules dites catécholaminergiques, subit une série de transformations spécifiques qui se font sous l'action d'enzymes qui sont figurées en jaune sur le côté de la chaîne. La diapositive rappelle à droite, noradrénaline et adrénaline agissent en se fixant à des récepteurs appartenant à deux grandes familles, les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Chacune de ces deux familles se subdivise à son tour en plusieurs sous-groupes correspondant à autant de sous-types de récepteurs alpha et bêta différents. Noradrénaline et adrénaline agissent en se fixant à des récepteurs appartenant à deux grandes familles, les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Chacune de ces deux familles se subdivise à son tour en plusieurs sous-groupes correspondant à autant de sous-types de récepteurs alpha et bêta différents. Noradrénaline et adrénaline agissent en se fixant à des récepteurs appartenant à deux grandes familles, les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Chacune de ces deux familles se subdivise à son tour en plusieurs sous-groupes correspondant à autant de sous-types de récepteurs alpha et bêta différents. Noradrénaline et adrénaline agissent en se fixant à des récepteurs appartenant à deux grandes familles, les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Chacune de ces deux familles se subdivise à son tour en plusieurs sous-groupes correspondant à autant de sous-types de récepteurs alpha et bêta différents. Noradrénaline et adrénaline agissent en se fixant à des récepteurs appartenant à deux grandes familles, les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Chacune de ces deux familles se subdivise à son tour en plusieurs sous-groupes correspondant à autant de sous-types de récepteurs alpha et bêta différents. Noradrénaline et adrénaline agissent en se fixant à des récepteurs appartenant à deux grandes familles, les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Chacune de ces deux familles se subdivise à son tour en plusieurs sous-groupes correspondant à autant de sous-types de récepteurs alpha et bêta différents. Noradrénaline et adrénaline agissent en se fixant à des récepteurs appartenant à deux grandes familles, les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Chacune de ces deux familles se subdivise à son tour en plusieurs sous-groupes correspondant à autant de sous-types de récepteurs alpha et bêta différents. Noradrénaline et adrénaline agissent en se fixant à des récepteurs appartenant à deux grandes familles, les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Chacune de ces deux familles se subdivise à son tour en plusieurs sous-groupes correspondant à autant de sous-types de récepteurs alpha et bêta différents. Noradrénaline et adrénaline agissent en se fixant à des récepteurs appartenant à deux grandes familles, les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Chacune de ces deux familles se subdivise à son tour en plusieurs sous-groupes correspondant à autant de sous-types de récepteurs alpha et bêta différents. Noradrénaline et adrénaline agissent en se fixant à des récepteurs appartenant à deux grandes familles, les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Chacune de ces deux familles se subdivise à son tour en plusieurs sous-groupes correspondant à autant de sous-types de récepteurs alpha et bêta différents. Noradrénaline et adrénaline agissent en se fixant à des récepteurs appartenant à deux grandes familles, les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Chacune de ces deux familles se subdivise à son tour en plusieurs sous-groupes correspondant à autant de sous-types de récepteurs alpha et bêta. La physiologie maintenant, avec d'abord deux mots sur un caractère physiologique très important des systèmes sympathiques et parasympathiques, qui est l'activité tonique de ces systèmes. Puis sera la physiologie maintenant,
avec d'abord deux mots sur un caractère physiologique très important des systèmes sympathiques et parasympathiques, qui est l'activité tonique de ces systèmes. Puis sera la physiologie maintenant, avec d'abord deux mots sur un caractère physiologique très important des systèmes sympathiques et parasympathiques, qui est l'activité tonique, qui est le premier élément physiologique à mentionner. Une telle activité est particulièrement bien connue pour le système sympathique, qu'on prend donc pour exemple pour présenter les particularités principales de ce qu'on appelle le tonus. On appelle activité tonique une activité permanente. Elle est ainsi présente au repos, bien que pour le système nerveux, il soit parfois délicat de définir le repos. Dans le cas du système sympathique, ce phénomène se manifeste par l'émission continuelle de potentiel d'action détectable sur les neurones préganglionnaires ou leurs axones. C'est ce qui est représenté sur la partie gauche de la figure, où on a un fragment de l'activité temporelle d'un neurone préganglionnaire. Cette émission peut présenter des pauses transitoires qui traduisent l'implication du neurone considéré dans un événement physiologique particulier. Activité tonique, qui est le premier élément physiologique à mentionner. Une telle activité est particulièrement bien connue pour le système sympathique, qu'on prend donc pour exemple pour présenter les particularités principales de ce qu'on appelle le tonus. On appelle activité tonique une activité permanente. Elle est ainsi présente au repos, bien que pour le système nerveux, il soit parfois délicat de définir le repos. Dans le cas du système sympathique, ce phénomène se manifeste par l'émission continuelle de potentiel d'action détectable sur les neurones préganglionnaires ou leurs axones. C'est ce qui est représenté sur la partie gauche de la figure, où on a un fragment de l'activité temporelle d'un neurone préganglionnaire. Cette émission peut présenter des pauses transitoires qui traduisent l'implication du neurone considéré dans un événement physiologique particulier. Activité tonique, qui est le premier diapositive qui résume les deux sources possibles d'une activité tonique. Une première source d'une origine intrinsèque, qui est due à la présence de certains types de canaux ioniques dépendant du voltage dans la membrane des cellules concernées. On dit que la cellule concernée a des propriétés pacemaker. Vous en verrez un exemple extrêmement important en physiologie cardiaque. Deuxième source, une origine extrinsèque. En ce cas, c'est la stimulation synaptique du neurone par d'autres cellules nerveuses qui induit l'activité tonique. Pour les neurones sympathiques préganglionnaires, c'est la seconde condition qui est à l'œuvre, car leur activité tonique est engendrée par d'autres neurones localisés dans le tronc cérébral, neurones émettant des axones à destination de la moelle. Donc ces neurones du tronc cérébral excitent en permanence les neurones préganglionnaires. Et ils sont quant à eux munis de propriétés pacemaker. La résultante de toutes les activités toniques préganglionnaires constitue, on a déjà mentionné, ce qu'on appelle le tonus sympathique. On doit notamment à ce tonus le maintien de la pression artérielle à un niveau suffisant pour la perfusion des organes dans les conditions de base. Diapositive qui résume les deux sources possibles d'une activité tonique. Une première source d'une origine intrinsèque, qui est due à la présence de certains types de canaux ioniques dépendant du voltage dans la membrane des cellules concernées. On dit que la cellule concernée a des propriétés pacemaker.
Vous en verrez un exemple extrêmement important en physiologie cardiaque. Deuxième source, une origine extrinsèque. En ce cas, c'est la stimulation synaptique du neurone par d'autres cellules nerveuses qui induit l'activité tonique. Pour les neurones sympathiques préganglionnaires, c'est la seconde condition qui est à l'œuvre, car leur activité tonique est engendrée par d'autres neurones localisés dans le tronc cérébral, neurones émettant des axones à destination de la moelle. Donc ces neurones du tronc cérébral excitent en permanence les neurones préganglionnaires. Et ils sont quant à eux munis de propriétés pacemaker. La résultante de toutes les activités toniques préganglionnaires constitue, on a déjà mentionné, ce qu'on appelle le tonus sympathique. On doit notamment à ce tonus le maintien de la pression artérielle à un niveau suffisant pour la perfusion des organes dans les conditions de base. La diapositive qui résume les deux sources possibles d'une activité tonique. Une première source d'une origine intrinsèque, qui est due à la présence de certains types de canaux ioniques dépendant du voltage dans la membrane des cellules concernées. On dit que la cellule concernée a des propriétés pacemaker. Vous en verrez un exemple extrêmement important en physiologie cardiaque. Deuxième source, une origine de manière très générale. Tous les neurones moteurs, 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 de manière très générale. Les réflexes, d'abord on rappellera la définition et les caractéristiques des réflexes. C'est important car les réflexes sont des entités physiologiques extrêmement importantes. Et ensuite, on dira deux mots des réflexes qui mettent en jeu spécifiquement le système nerveux autonome. Les réflexes, une activité réflexe est une activité déclenchée par un stimulus sensitif précis. Ce critère est impératif. Malgré une confusion fréquente, on n'a pas le droit de parler de réflexe pour un phénomène survenant en l'absence d'un stimulus sensitif. De plus, même s'il y a stimulus sensitif, une activité ne peut être qualifiée de réflexe que si elle est étroitement liée à ce stimulus. Une activité réflexe est une activité déclenchée par un stimulus sensitif précis. Ce critère est impératif. Malgré une confusion fréquente, on n'a pas le droit de parler de réflexe pour un phénomène survenant en l'absence d'un stimulus sensitif. De plus, même s'il y a stimulus sensitif, une activité ne peut être qualifiée de réflexe que si elle est étroitement liée à ce stimulus. Une activité réflexe est une activité déclenchée par un stimulus sensitif précis. Ce critère est impératif. Le schéma très général d'un arc réflexe est présenté sur cette nouvelle diapositive. L'arc est composé de 3 éléments, une voie sensitive, une voie motrice et un centre dans lequel le versant sensitif et le versant moteur s'articulent.
Le schéma très général d'un arc réflexe est présenté sur cette nouvelle diapositive. L'arc est composé de 3 éléments, une voie sensitive, une voie motrice et un centre dans lequel le versant sensitif et le versant moteur s'articulent. Le schéma très général d'un arc réflexe est présenté sur cette nouvelle diapositive. L'arc est composé de 3 éléments, une voie sensitive, une voie motrice et un centre dans lequel le versant sensitif et le versant moteur s'articulent. Le schéma très général d'un arc réflexe est présenté sur cette nouvelle diapositive. L'arc est composé de 3 éléments, une voie sensitive, une voie motrice et un centre dans lequel le versant sensitif et le versant moteur s'articulent. Le schéma très général d'un arc réflexe est présenté sur cette nouvelle diapositive. L'arc est composé de 3 éléments, une voie sensitive, une voie motrice et un centre dans lequel le versant sensitif et le versant moteur s'articulent. Le schéma très général d'un arc réflexe est présenté sur cette nouvelle diapositive. L'arc est composé de 3 éléments, une voie sensitive, une voie motrice et un centre dans lequel le versant sensitif et le versant moteur s'articulent. Cette caractéristique est le gain d'un système, en l'occurrence ici le gain d'un réflexe. Chaque réflexe associe à un stimulus d'intensité S une réponse d'amplitude R. Le gain du réflexe est le rapport R sur S qui peut être mesuré de plusieurs manières différentes. On a vu précédemment que dans des conditions idéales, cette caractéristique est le gain d'un système, en l'occurrence ici le gain d'un réflexe. Chaque réflexe associe à un stimulus d'intensité S une réponse d'amplitude R. Le gain du réflexe est le rapport R sur S qui peut être mesuré de plusieurs manières différentes. On a vu précédemment que dans des conditions idéales, cette caractéristique est le gain d'un système, en l'occurrence ici le gain d'un réflexe. Chaque réflexe associe à un stimulus d'intensité S une réponse d'amplitude R. Le gain du réflexe est le rapport R sur S qui peut être mesuré de plusieurs manières différentes. On a vu précédemment que dans des conditions idéales, cette caractéristique est le gain d'un système, en l'occurrence ici le gain. Ces deux grands groupes sont ceux des réflexes somato-végétatifs d'une part et des réflexes. Ces deux grands groupes sont ceux des réflexes somato-végétatifs d'une part et des réflexes. Ces deux grands groupes sont ceux des réflexes somato-végétatifs d'une part et des réflexes. Ces deux grands groupes sont ceux des réflexes somato-végétatifs d'une part et des réflexes. Ces deux grands groupes sont ceux des réflexes somato-végétatifs d'une part et des réflexes. Ces deux grands groupes sont ceux des réflexes somato-végétatifs d'une part et des réflexes. Ces deux grands groupes sont ceux des réflexes somato-végétatifs d'une part et des réflexes. Ces deux grands groupes sont ceux des réflexes somato-végétatifs d'une part et des réflexes. Ces deux grands groupes sont ceux des réflexes somato-végétatifs d'une part et des réflexes. Dans le cas présenté ici, ce sont les neurones préganglionnaires sympathiques qui sont impliqués. La voie sensitive est contenue dans un nerf périphérique et se termine dans la corne dorsale de la moelle. Les arcs semblables existent pour le parasympathique sacré, des arcs dont la structure est rigoureusement semblable à celle-ci. Dans le cas présenté ici, ce sont les neurones préganglionnaires sympathiques qui sont impliqués. La voie sensitive est contenue dans un nerf périphérique et se termine dans la corne dorsale de la moelle. Les arcs semblables existent pour le parasympathique sacré, des arcs dont la structure est rigoureusement semblable à celle-ci. Dans le cas présenté ici, ce sont les neurones préganglionnaires sympathiques qui sont impliqués. La voie sensitive est contenue dans un nerf périphérique et se termine dans la corne dorsale de la moelle. Les arcs semblables existent pour le contrôle central maintenant, où on évoquera 3 choses. D'abord la genèse de l'activité tonique, chose dont on a déjà parlé, puis
la modulation des réflexes, bon, ça on en a déjà aussi un peu parlé, et enfin les commandes centrales transitoires qui s'exercent sur le système nerveux autonome pour réaliser des adaptations. Le contrôle central maintenant, où on évoquera trois choses. D'abord la genèse de l'activité tonique, chose dont on a déjà parlé, puis la modulation des réflexes, bon, ça on en a déjà aussi un peu parlé, et enfin les commandes centrales transitoires qui s'exercent sur le système nerveux autonome pour réaliser des adaptations. Le contrôle. Deuxième manifestation de ce contrôle central, la modulation des réflexes, qui est schématisé sur la diapositive. Le gain des réflexes qui mettent en jeu le système nerveux autonome est réglé par le système nerveux central. Cette modulation adapte les réflexes aux conditions variables dans lesquelles se trouve l'organisme. Deuxième manifestation de ce contrôle central, la modulation des réflexes, qui est schématisé sur la diapositive. Le gain des réflexes qui mettent en jeu le système nerveux autonome est réglé par le système nerveux central. Cette modulation adapte les réflexes aux conditions variables dans lesquelles se trouve l'organisme. Les deux choses dont on vient de parler étaient des manifestations permanentes du contrôle central. Les deux choses dont on vient de parler étaient des manifestations permanentes du contrôle central. Les deux choses dont on vient de parler étaient des manifestations permanentes du contrôle central. Les deux choses dont on vient de parler étaient des manifestations permanentes du contrôle central. Les deux choses dont on vient de parler étaient des manifestations permanentes du contrôle central. Les deux choses dont on vient de parler étaient des manifestations permanentes du contrôle central. Les deux choses dont on vient de parler étaient des manifestations permanentes du contrôle central. Les deux choses dont on vient de parler étaient des manifestations permanentes du contrôle central. Les deux choses dont on vient de parler étaient des manifestations permanentes du contrôle central. Les deux choses dont on vient de parler étaient des manifestations permanentes du contrôle central. Les deux choses dont on vient de parler étaient des manifestations permanentes du contrôle central. Les deux choses dont on vient de parler étaient des manifestations permanentes du contrôle central. Les deux choses dont on vient de parler étaient des manifestations permanentes du contrôle central. Les deux choses dont on vient de parler étaient des manifestations permanentes du contrôle central. Les deux choses dont on vient de parler étaient des manifestations permanentes du contrôle central. Les deux choses dont on vient de parler, que le contrôle central s'exerce dans le cadre d'un stress ou dans les conditions plus tranquilles de la vie quotidienne, il réalise une coordination des commandes végétatives en activant certaines parties du système nerveux autonome et en déprimant d'autres parties. Le contrôle central a ainsi un rôle de coordination, je souligne cet aspect, qui se surajoute aux très nombreuses régulations réflexes. Que le contrôle central s'exerce dans le cadre d'un stress ou dans les conditions plus tranquilles de la vie quotidienne, il réalise une coordination des commandes végétatives en activant certaines parties du système nerveux autonome et en déprimant d'autres parties. Le contrôle central a ainsi un rôle de coordination, je souligne cet aspect, qui se surajoute aux très nombreuses régulations réflexes. Une vue d'ensemble de la physiologie du système nerveux autonome pour terminer. C'est très distinctif d'abord.
Puis seront résumées les particularités fonctionnelles du système sympathique, du système parasympathique, et enfin seront dits 2 mots des relations entre les 2 systèmes. Une vue d'ensemble de la physiologie du système nerveux. Le trait distinctif de la physiologie du système nerveux autonome est en fait un caractère temporel. Le trait distinctif de la physiologie du système nerveux autonome est en fait un caractère temporel. Le trait distinctif de la physiologie du système nerveux autonome est en fait un caractère temporel. Le trait distinctif de la physiologie du système nerveux autonome est en fait un caractère temporel. Le trait distinctif de la physiologie du système nerveux autonome est en fait un caractère temporel. Le trait distinctif de la physiologie du système nerveux autonome est en fait un caractère temporel. Le trait distinctif de la physiologie du système nerveux autonome est en fait un caractère temporel. Les particularités fonctionnelles du système sympathique. Une première particularité des actions physiologiques du sympathique a déjà été soulignée, c'est la très grande étendue du territoire où ces actions peuvent s'exercer, puisque le sympathique innerve l'ensemble du corps. Donc, action très étendue topographique, ceci résulte de l'innervation très étendue assurée par le système sympathique. Mais, contrairement à un point de vue traditionnel, les neurones préganglionnaires sympathiques sont mis en jeu de manière sélective. À chaque partie du corps et à chaque organe correspond un groupe particulier de neurones préganglionnaires qui pourra être stimulé ou au contraire inhibé, indépendamment des groupes dédiés aux autres organes. Un exemple classique est celui du travail d'un muscle isolé. Dans cette situation, le tonus sympathique à destination des muscles au repos se maintient, d'où persistance d'une vasoconstriction dans ces muscles, alors qu'au contraire, les neurones préganglionnaires associés aux muscles qui se contractent, ces neurones deviennent silencieux. Cette inhibition localisée interrompt la vasoconstriction dans le muscle, ce qui facilite l'augmentation du débit sanguin nécessaire au travail à réaliser. Même dans des conditions extrêmes, ce qui sollicite tout le système sympathique, comme la réaction fuite ou lutte, les neurones préganglionnaires sont mis en jeu de façon différenciée, pour permettre par exemple une redistribution du volume sanguin au profit des muscles et au détriment d'autres organes comme l'appareil digestif. L'action sympathique la plus diffuse s'observe quand la médullo-surrénale est stimulée, car alors l'adrénaline libérée par la stimulation se répand dans la circulation générale. Ce qui est commun à la plupart des actions physiologiques du système sympathique, c'est d'être au service de l'action. Ainsi, le système sympathique augmente le débit sanguin et la production d'énergie métabolique pour favoriser le travail des muscles. De même, il dilate les pupilles, d'où une amélioration de la vision, là encore favorable à l'action. On peut donc retenir que le système sympathique stimule, augmente les dépenses énergétiques de l'organisme, diminuant évidemment d'autant les réserves de cet organisme. Les particularités fonctionnelles du système sympathique, les particularités fonctionnelles du parasympathique maintenant. Donc, ce qui a été dit à propos de la sélectivité de mise en jeu pour le sympathique est valable a fortiori pour le parasympathique en raison de son anatomie. Cette anatomie se caractérise, je le rappelle, par une origine morcelée en nombreux centres bien séparés, une innervation plus restreinte est destinée surtout à des viscères bien séparés eux aussi. Les particularités fonctionnelles du parasympathique maintenant.
Donc, ce qui a été dit à propos de la sélectivité de mise en jeu pour le sympathique est valable a fortiori pour le parasympathique en raison de son anatomie. Cette anatomie se caractérise, je le rappelle, par une origine morcelée en nombreux centres bien séparés, une innervation plus restreinte et destinée surtout à des viscères bien séparés eux aussi. Les particularités fonctionnelles du parasympathique maintenant. Donc, ce qui a été dit à propos de la sélectivité de mise en jeu pour le sympathique est valable a fortiori pour le parasympathique en raison de son anatomie. Cette anatomie se caractérise, je le rappelle, par une origine morcelée en nombreux centres bien séparés, une innervation plus restreinte et destinée surtout à des viscères bien séparés eux aussi. Les particularités fonctionnelles du parasympathique maintenant. Donc, ce qui a été dit à propos de la sélectivité de mise en jeu pour les interactions entre sympathique et parasympathique pour terminer. 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 Les interactions, la seconde forme d'interaction, moins répandue, est au contraire la synergie, ce qui est indiqué sur cette diapositive. Dans ce cas, donc plus rare, le sympathique et le parasympathique exercent non seulement les mêmes actions sur les organes innervés, mais de plus, leurs effets se renforcent mutuellement. L'exemple principal ici est celui des glandes salivaires. Mais en fait, il faut bien avoir à l'esprit que toutes ces interactions, négatives comme positives, entre les deux systèmes, sont coordonnées par le système nerveux central. Ça a déjà été dit, mais c'est vraiment très important. Le rôle primordial du système nerveux central est d'harmoniser l'ensemble des commandes périphériques effectrices afin d'adapter tout l'organisme aux conditions dans lesquelles cet organisme est placé. La seconde forme d'interaction